L'Union africaine, professeur agrégé des universités des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Madame Gerdish, merci encore une fois d'être avec nous. La promotion et le respect des résolutions internationales est un outil, sinon une condition pour le maintien de la paix. Dans quelle mesure celle-ci est-elle effective sur le continent africain, Madame Gerdish? Bien, je vous remercie. Je salue tous les auditeurs et toutes les auditrices Ramadan Karim. Merci la radio algérienne pour l'invitation. Justement, tout le droit international repose sur le volontarisme et sur l'accord. Et le droit international, justement, est principalement fondé sur les traités, sur les conventions. Comme vous le savez, les États qui signent, qui ratifient les conventions, ont une obligation de respecter ces traités sur la base du principe de la bonne foi. Bon, sauf qu'au niveau des réalités, le fossé est énorme entre les principes et les règles d'une part et entre la pratique d'autre part. Donc je pense que malheureusement, surtout au niveau du continent africain, il y a des violations de toutes sortes lorsque il est surtout question de changement anticonstitutionnel de gouvernement dans certains pays africains. Est-ce que c'est la démarche politique qui fait que le fossé dont vous parliez à l'instant se creuse autant? Ce n'est pas seulement les causes politiques. Je pense qu'il y a beaucoup de causes, à la fois endogènes et exogènes. Vous savez, les changements anticonstitutionnels de gouvernement, on a vécu sur le rythme de ces changements, de ces putschs, de ces coups d'État depuis des années, et surtout depuis l'été dernier, le cas du Soudan, le cas du Tchad, le cas du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée. J'ai comme l'impression qu'il y a un déficit démocratique en Afrique, bien que ce ne sont pas les textes qui manquent, où il y a condamnation claire et rejet clair de ces changements anticonstitutionnels de gouvernement. Je pense que c'est un faisceau d'indices. Ce n'est pas seulement que la cause politique, il y a aussi une question de changement de mentalité qu'il faudra que ça se fasse, parce que justement les Africains laissent faire. Vous allez voir que des présidents qui gagnent des élections à 99,99%, vous voyez les putschs militaires, on laisse faire, bien que en Afrique du Nord, il y a eu cette révolution, si vous voulez, ce printemps arabe qui fait que c'est la population, c'est les peuples qui disent non à la tyrannie, qui disent non au totalitarisme. Pour répondre à votre question, les causes sont énormes. Madame Hajar Geldish, la promotion et le respect des résolutions internationales, c'est également le droit des peuples à l'autodétermination, comme tel doit être le cas pour le Sahara occidental. Est-ce qu'il vous semble qu'au sein de l'Union africaine, suffisamment est fait en ce sens? Encore une fois, le fossé entre les règles et les principes d'une part et entre la pratique et les politiques d'autre part. Moi, je suis fervente militante du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes par rapport au cas sahraoui, par rapport au peuple sahraoui. J'ai fait même des interventions et des articles sur cela et je fais le parallèle avec l'affaire palestinienne. Sauf que, encore une fois, les questions de tiraillement politique, les questions de la décision politique, pratiquement l'inertie du Conseil de paix et de sécurité et pratiquement les réponses de l'Union africaine qui restent malheureusement très en deçà des attentes, ce qui fait que par rapport au Sahara occidental et en dépit de la jurisprudence très claire de la Cour internationale de justice dans le fameux avis consultatif sur l'affaire du Sahara, malheureusement aujourd'hui, l'Union africaine pousse le dossier vers les Nations Unies, le Conseil de sécurité, et l'Afrique malheureusement ne donne pas les solutions pour des problèmes africains. Et encore une fois, donc malheureusement aussi ce problème divise. Je pense qu'il y a des principes. Unis, puisqu'il est question de cela, puisqu'il est question de faire référence à cette instance internationale. Tout le système de l'ordre juridique international passe par la de force. Vous voyez un peu le cas de l'Ukraine aujourd'hui, la guerre ukrainienne qui sape carrément tous les fondamentaux du droit international, de l'ordre juridique international. Donc ce n'est pas un problème qui est le problème de l'Afrique seulement, de nos pays seulement. Je pense que cela dépend aussi, encore une fois, la volonté politique du moment, parler des instances onusiennes, des instances universelles internationales. Même dans ces instances-là, on est parfois paralysé vis-à-vis d'injustice et vous le voyez très bien pendant la guerre en Ukraine. Et on le voit également, paradoxalement, en Palestine, où ça ne fait pas réagir autant. Vous avez raison.
Madame Haj El-Geldi, je rappelle que vous êtes présidente de la Commission de l'Union africaine pour le droit international. En février dernier, les dirigeants africains ont condamné les changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent. Est-ce suffisant? Quelles sont les mesures prises en ce sens? Les mesures effectives, hein. Je ne parle pas des discours qui n'en finissent pas, mais les mesures effectives. Est-ce qu'il vous semble qu'elles existent par ailleurs? Comme je suis internationaliste et que je parle tout le temps dans mes cours de droit international de l'arsenal juridique extraordinaire qui se fait au niveau de l'Union africaine, on a un article 4P de l'acte constitutif de l'Union africaine qui est très clair, où il y a condamnation, rejet, mais pas seulement, il y a des sanctions que vous pouvez trouver dans la fameuse charte africaine sur la démocratie, la gouvernance et les élections de 2007. Dans ce texte, il y a un certain nombre de sanctions, parmi lesquelles les suspensions. Et donc je vous donne, vous dites, hormis les condamnations, hormis les déclarations, il y a justement tout un arsenal juridique de sanctions que vous pouvez trouver d'ailleurs dans l'article 37 du règlement intérieur de la conférence de l'Union. On appelle ça les sanctions pour changement anticonstitutionnel de gouvernement et parmi lesquelles on va suspendre les États où il y a des coups d'État et c'est fait d'ailleurs par rapport au Burkina Faso. Encore une fois, je pense que les questions de coups d'État, de changement anticonstitutionnel de gouvernement, le palliatif, ce n'est pas seulement les sanctions, on a tout un chapitre de la culture démocratique et de la paix. Donc je pense que hormis les sanctions, il faudra vraiment incruster une véritable culture de démocratie, de droits humains, d'état de droit, de bonne gouvernance dans les sociétés africaines, dans les pays africains. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Il faut beaucoup de patience, il faut un changement radical de mentalité pour y arriver. Mais vous avez cité le Burkina Faso, il y a tout de même on va dire des digressions politiques, hein. L'adhésion du Tchad a été maintenue après la prise du pouvoir par les militaires à la suite de la mort d'Idriss Déby. Oui, oui, tout à fait. Les doubles mesures, deux poids, deux mesures. Je ne suis pas politicienne, je ne parle pas des questions politiques, cela me dépasse complètement. Jugement de situation, interprétation des situations. Enfin, je veux dire que quand il y a un texte de loi, je veux dire que quand il y a un texte ou des résolutions, celles-ci sont appliquées à tout le monde. Exact, je suis tout à fait d'accord, mais parfois aussi il y a une marge pour dire qu'il y a retour à la démocratie par une acclamation populaire ou par des élections, etc. Vous avez le cas de l'Égypte, vous vous souvenez que si en 2013-14 on a considéré cela comme un coup d'État, mais comme il y a eu des élections, et que Sisi devient le président légitime de l'Égypte, considère plus cela comme un coup d'État. Donc il y a justement des interprétations et encore une fois les questions politiques dépassent carrément tout ce qui est droit et droit international. Les questions politiques constituent des brèches dans le droit et le droit international? Oui, oui. En tant que professeur, je dis à mes étudiants qu'il y a une différence entre l'ordre juridique international et entre l'ordre politique international. C'est-à-dire, c'est tout le problème de la contradiction entre le droit international et les relations internationales. Le droit, c'est ce qui doit être, alors que les relations internationales, c'est ce qui est réellement. Et donc là, c'est le droit de la force, force de droit, c'est tous les calculs géostratégiques du moment font que parfois, le droit n'est pas du tout respecté et on va faire en sorte que les plus puissants font le droit. Et bien sûr que c'est révoltant. Oui, bien sûr. L'idéal, qui est le droit, est confronté à l'utopie, qui est le politique. Hélas. Exactement, oui. C'est bien. Vous avez bien résumé les choses. Je pense qu'il est temps de réformer carrément le Conseil de sécurité, le fameux droit de veto, les 5 puissants qui héritent d'une victoire de 45, alors que au niveau géostratégique, il y a eu beaucoup de dates qui consistent à carrément revoir le système, revoir la manière de appliquer et mettre en œuvre le droit. Et je pense que la Charte des Nations Unies, c'est un texte qui n'est pas à la lumière du jour. Il est complètement dépassé. Il fait en sorte de... D'ailleurs, beaucoup de pays africains, le groupe africain demande à ce que le droit international soit aussi un droit fait par les Africains et soit remis aux Africains. Donc, ils disent que voilà, on ne peut pas quand même nous imposer un droit qui a été écrit en 45. On n'a pas écrit la charte en 45, on n'existait pas, à part l'Égypte, qui était à l'époque un État indépendant. Et donc, je pense qu'il faudra revoir tout le système et surtout plus de justice, plus d'équité dans ce droit, dans ces valeurs, dans ces règles. Les peuples ne sont plus endormis, les peuples sont éveillés, savent très bien ce qu'ils veulent. Il est pertinent,
surtout pour nous africanistes qui ont un point de vue du Sud du droit international, puissent faire en sorte de pousser vers un monde meilleur, plus égalitaire et surtout un droit plus juste. Madame Haja Geldish, quel rôle jouent les acteurs internationaux dans la viabilisation des coups d'État, en ce sens où les coups d'État semblent être considérés comme des moyens normaux de transfert de pouvoir? Alors, très très bonne question, très intelligente, qui a deux degrés. Le premier degré, c'est les questions d'alternance démocratique. Oui. Encore une fois, si je renvoie au texte fondateur du droit de l'Union africaine, les questions d'alternance démocratique sont de mise, sont des principes démocratiques universels, mais aussi on les trouve dans l'article 23, paragraphe 5 de l'acte constitutif, où on parle justement de condamnation de toute révision de la Constitution qui porte atteinte au principe d'alternance démocratique. Et donc en Afrique, malheureusement, c'est plutôt l'inverse qui est la règle. D'autre part, vous parliez de ces ingérences extérieures de façon indirecte. Encore une fois, je reviens au texte fondateur, surtout la Charte des Nations Unies, article 2, et l'acte constitutif, article 4G, principe de non-ingérence dans les affaires internes des États. Et donc, les ingérences externes, malheureusement, elles existent. C'est une réalité en Afrique. Ils sont là. Oui. Et encore une fois, vous avez des groupes d'États, les groupes États-Unis, France, OTAN, le groupe Chine-Russie, le groupe Pays du Golfe et Turquie. On voit même un phénomène nouveau, tout à fait nouveau en Afrique, qui est la privatisation de la guerre, avec la présence de Wagner au Mali, par exemple, les sociétés privées de guerre. Donc, c'est très, très dangereux. La fomentation des coups d'État par des forces étrangères, c'est extrêmement dangereux, contraire aux règles établies du droit international, et surtout ça donne une conséquence, une cascade, un phénomène de boule de neige, parce que les États limitrophes peuvent aussi avoir des conséquences désastreuses, surtout humanitaires, vu les réfugiés, vu l'insécurité et tout cela. Et donc je pense que si l'Afrique se réunit, on pourra mettre fin à ces ingérences. Pour cela, il faut une réelle volonté politique, il faut qu'on puisse être clair. Cela ne peut pas se faire justement sans dépasser l'altruisme, l'égoïsme, l'égocentrisme. L'Afrique doit parler d'une seule voix. Et si on fait comme ça, diviser l'Afrique, c'est encore plus facile pour mettre la main sur nos richesses naturelles, sur nos réserves, sur nos ressources énormes qui se trouvent sur le sol africain et sous le sol africain, et c'est exactement ce que veulent les forces étrangères. Donc vous avez tout à fait raison de poser la question. C'est un véritable danger, non seulement au niveau politique, les desseins de ces forces étrangères, c'est beaucoup plus que cela. Et il faut tout de même dire que ces forces étrangères ont trouvé preneurs en Afrique, des gouvernements, des dirigeants, des gouvernants qui acceptent cette ingérence, qui acceptent d'être des satellites, on va dire. Exactement, et c'est malheureux. Vous n'allez pas trouver cela de façon claire et directe, c'est toujours maquillé, mais malheureusement, il faut le dire, des leaders africains qui sont des marionnettes. Il y a des ingérences directes, il y a des manières de dire que, voilà, nous décidons et vous devez exécuter. Je suis encore une fois professeure universitaire, je ne peux pas parler du politique et je ne suis pas politicienne, mais lorsqu'on parle du droit international, on ne peut pas ne pas avoir ce point de vue critique et ne pas dire les réalités telles qu'elles sont, sans maquillage et sans tabou. Il y a des ingérences, certes, en Afrique, et il faut absolument que, si les leaders africains ne le font pas, encore au moins les futures générations, la jeunesse, puissent s'éveiller et dire que voilà, non aux ingérences, non à cette manière de manipuler l'Afrique et les Africains. Donc je pense qu'il y a des intérêts. Ceux qui le font, ils ont des intérêts. Ils oublient carrément que l'intérêt suprême, c'est l'Afrique, c'est l'Union africaine, c'est l'intégration africaine au rythme de l'entrée en vigueur de la ZLECAf, zone économique de libre-échange continentale. Comment voulez-vous faire de l'intégration africaine lorsque vous la laissez diviser, charcuter comme cela? Donc c'est un peu le choc que malheureusement ce que vous nous dites est cristallisé par ce qui se passe en Libye, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Voilà un pays voisin, en Tunisie. On connaît très très bien le contexte libyen depuis une dizaine d'années, depuis la fameuse résolution 1973 de l'OTAN, une entrée étrangère dans un pays libre et souverain, maquillée comme étant une intervention humanitaire, responsabilité de protéger le peuple libyen, mais vous le savez mieux que moi, les desseins sont beaucoup plus profonds, c'est des desseins politiques, c'est des desseins stratégiques, et la Libye jusqu'à aujourd'hui, bien que le dessein ultime à l'époque, c'est d'unifier les populations libyennes, c'est de
respecter la démocratie, les droits humains, ce n'est qu'un leurre, ce n'est que du maquillage. La véritable raison, c'est justement la Libye et le pays à l'époque le plus riche de toute l'Afrique. Vous vous souvenez comment la Libye allait faire carrément la monnaie unique africaine et on était dans un dessein d'intégration africaine, sauf que à un certain moment, voilà, on est en train de, disons, fois, les frontières libyennes sont presque des frontières poreuses. Pendant des années, les phénomènes de migration clandestine, il y a le phénomène de terrorisme, Al-Qaïda du Maghreb, Daesh, etc. Tout cela se passait malheureusement à travers les frontières libyennes. Et donc, comment voulez-vous faire de l'intégration africaine lorsque vous avez des dangers comme ça, qu'on ne peut pas maîtriser, mais aussi des présences extérieures qui sont là pour des desseins, pour des intérêts égoïstes, et on s'en fiche complètement de la population libyenne et du bien-être des Libyens. Une toute dernière question, Madame Hajar Geldish. À la lumière de ce que vous êtes en train de nous dire, les réformes au sein de l'Union africaine sont évoquées, celles-ci s'imposent. Quelles sont les mesures urgentes à prendre? Voilà donc un chantier énorme qui se fait depuis 2017. Beaucoup de gens ne connaissent pas que l'Union africaine est en pleine réforme. C'est la décision 606 et on confie à Paul Kagame, le champion des réformes, de la tâche de concevoir ce processus de réforme qui est double. Juste, je vais le dire très rapidement. Il y a une réforme financière qui doit se faire par rapport à cette dépendance énorme aux donateurs. Vous savez qu'en 2016, 75% du budget de l'Union africaine vient des donateurs. Et donc, il a fallu trouver une astuce, des solutions pour faire face à ce défi de dépendance financière. Et on a, entre autres, fait en sorte qu'il y ait la fameuse taxe de 0,2% sur les importations. Le deuxième problème, c'est un problème de réforme structurelle, de réforme organique. Et donc, on a vu que l'Union africaine, depuis 2002, n'est plus efficace au niveau de sa gestion, au niveau de sa performance et au niveau de sa structure. Et tout un processus de réforme se fait depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. En 2023, cette année, c'est le processus de réforme des organes, des questions relatives au NEPAD qui va devenir une agence de développement, des questions relative aux relations CER-Union africaine, mais là, vous avez touché du doigt le plus urgent des réformes, c'est les questions sécuritaires. Moi, à mon sens, le processus de réforme, ce n'est pas une baguette magique, cela ne viendra pas du jour au lendemain, mais s'il y a une véritable volonté politique pour aller de l'avant, on pourra y arriver. Si on est réaliste et transparent, si on veut changer les mentalités, si on veut consulter la jeunesse et préparer une Afrique prospère et en paix, en sécurité, unie pour les générations futures, je pense que priorité des priorités, c'est les questions sécuritaires, cela va de soi. La ZLECAf, qui est déjà entrée en vigueur depuis l'année dernière avec l'Open Sky, avec la mobilité des personnes et des biens, ne peut absolument pas se faire sans qu'il y ait une paix, sans qu'il y ait de la sécurité. Il y a eu 2 années auparavant, l'année faire taire les armes. Et est-ce que vous pensez qu'on a fait taire les armes en Afrique? Non, voilà, la priorité des priorités, justement, c'est asseoir le Conseil de paix et de sécurité de plus de compétences, surtout faire en sorte pour arriver justement à cette intégration. Vous savez mieux que moi que l'union fait la force. Il faudra faire en sorte que justement il y ait un vouloir vivre en commun. Et donc ça, c'est une question de mentalité. Ce n'est pas seulement une réforme qui se fait du haut vers le bas. Cela doit se faire au niveau inverse. Il faut que les populations africaines puissent comprendre l'intérêt pour l'Afrique d'être unie pour pouvoir justement aller de l'avant. Les populations sont le reflet de leurs dirigeants, Madame Hajar Geldish. Faut-il encore que les dirigeants africains, dans leur totalité ou leur globalité, soient unis pour que leur population le soit également? Très bien dit. Les populations, c'est le miroir de ceux qui les gouvernent et vice-versa. Et vice-versa. Mais je pense encore une fois qu'il ne faut pas sous-estimer la jeunesse africaine. Moi, je voyage beaucoup en Afrique. Je suis membre élu de la Commission de droit international et je suis la conseillère de Paul Kagame sur les réformes. Je fais beaucoup de formations dans des pays africains et j'ai l'impression que les Africains ont tous les mêmes idées, les mêmes aspirations, les mêmes ambitions. Le problème, c'est encore une fois ce fossé entre ceux qui nous gouvernent, qui ont plus que 80 ans, 75 ans, la sagesse c'est bien,
Mais parfois aussi, il faut laisser les jeunes penser pour leur pays, pour l'Afrique. Et la jeunesse d'aujourd'hui, contrairement à ma génération, elle est very open. Ils sont très connectés. Ils ont tous leur téléphone. Ils voyagent beaucoup. Ils parlent les langues. Ils voient ce qui se passe ailleurs. Et donc, ils sont vraiment à une longueur d'onde où ils sont, disons, plus avancés que ceux qui les gouvernent, qui ont un certain âge, qui sont dans le classique, qui ont beaucoup de précautions par rapport au changement. Encore une fois, moi je suis optimiste et je pense que les populations, surtout les générations futures, ceux que nous sommes en train de former dans nos lycées, dans nos facultés, dans nos écoles, vont faire la différence. Moi, je pense que l'Afrique aura des jours meilleurs, des lendemains meilleurs, si on donne la chance à ces nouvelles générations et surtout si on fait des valeurs et on les creuse, valeurs de l'éducation, les principes, les valeurs sacralisées, la valeur du travail. Il y aura beaucoup de changements dans le futur, je suis plus que certaine. Inch'Allah, Madame Haja Geldish, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, Madame. C'est moi qui vous remercie, Madame Mariam, et je remercie tous les auditeurs et les auditrices algériennes. Et à très très bientôt. Je suis à vos dispositions toujours. Merci, à très bientôt, j'espère. Au plaisir, au revoir. Merci, au revoir. Haja Geldish est professeure agrégée, présidente de la Commission de l'Union africaine pour le droit international.